Donc nous sommes réunis avec Anne-Françoise Né-Laplace pour vous présenter la loi de finances pour 2021 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. 2021 qu'on espère bien évidemment meilleur que 2020, puisque c'est la première fois qu'on présente la loi de finances, le cercle sous ce format-là. On n'a pas eu le choix et on espère bien évidemment que dès l'année prochaine, on aura le plaisir de vous voir à nouveau. On garde le même partenaire pour ce cercle, donc le MEDEF 93-94, qui nous fait l'honneur de nous accueillir, parce que nous, on est venus quand même dans leurs locaux donc, de Vincennes. Merci encore à eux de nous faire confiance pour cette présentation d'une loi de finances qui est pour le coup assez technique, qui est véritablement dédiée aux entreprises, à mon sens, et qui notamment fait la jonction avec le plan de relance qui a été annoncé en septembre dernier par le président de la République. Pour mémoire, ce plan de relance était axé autour de trois mesures. En tout cas, alors il y avait un premier axe qui était d'un point de vue cohésion sociale, bien évidemment, dans cette période troublée, la cohésion sociale a été mise au premier plan, de la même manière que l'écologie. Et enfin, pour la partie qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, le troisième axe concernait les entreprises et notamment la compétitivité, leur compétitivité. Alors, ce plan de relance, en fait, je vais peut-être enlever le masque si ça va être mieux. Ce plan de relance, on le retrouve traduit dans la loi de finances, en tout cas du point de vue fiscal, avec quelques mesures phares sur lesquelles on ne va pas faire l'impasse, on ne peut pas se permettre. Alors, j'essaie de revenir sur ces mesures, mais ça ne fonctionne pas. Ça y est, on y arrive. Alors, on a des mesures fortes. Alors déjà, en matière de fiscalité locale, bien souvent, c'est un peu l'oublié des lois de finances. Et là, pour le coup, le législateur a tapé fort avec des mesures véritablement fortes. On a également des mesures en matière d'IS, le but étant d'accompagner les entreprises d'un point de vue de trésorerie, mais également dans leurs besoins en financement. Et enfin, on a des mesures peut-être un peu plus techniques en matière de TVA, avec notamment l'instauration d'un groupe TVA. On va en parler dans les slides qui viennent. On a également des mesures un peu plus techniques qui concernent les entreprises et les particuliers. On va en dire aussi quelques mots, mais on va surtout s'intéresser aux premières mesures, ce qu'on appelle les mesures fortes. Alors, passons tout de suite à ces fameuses mesures. Donc, comme j'ai pu vous l'indiquer, les premières concernent la taxation des impôts locaux. Ça coûte cher, ça on en est tous persuadés, notamment pour tout ce qui est entreprise, établissement industriel. Et on va voir qu'on a des bonnes surprises en la matière. Alors, tout d'abord, les surprises introduites par le projet de loi de finances, en tout cas par la loi de finances pour 2021. On a une baisse des impôts de production, très clairement. 3 mesures. Alors, la première mesure concerne la CVAE. On a une réduction de la CVAE dès 2021, donc dès les acomptes de juin et de septembre 2021, une réduction de 50%. Alors, comment c'est possible? La CVAE, vous savez qu'on l'obtient en appliquant un barème. Et en fait, le taux qui est appliqué par tranche de ce barème est divisé tout simplement par 2. Donc, le taux le plus haut de 1,5% est divisé par 2. Mécaniquement, ça conduit à une réduction de la CVAE dès 2021, j'insiste, de 50%. Donc, tous les secteurs sont concernés. Mesure évidemment très intéressante. Dès les acomptes 2021, donc véritablement une aide en matière de trésorerie rapidement pour les entreprises. On a également une mesure forte cette fois-ci en matière de CFE et de taxes foncières. Donc, concerne plus particulièrement les établissements industriels, je vous dirais ça tombe bien puisque c'est généralement eux qui payent très cher la CFE et la taxe foncière. C'est d'ailleurs à tel point qu'il avait été envisagé de supprimer tout simplement la méthode qui permet de calculer la CFE et la taxe foncière pour les établissements industriels. Plus précisément, vous savez que la CFE et la taxe foncière est assise sur les valeurs locatives. Les valeurs locatives pour ce genre d'établissement est déterminée à partir d'une méthode tarifaire. En gros, on prend le prix de revient de cet établissement et on applique ce qu'on appelle un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt pour tout ce qui est non construit, c'est 8%. Pour tout ce qui est construit, c'est 12%. Très vite, on s'aperçoit que ça coûte cher.
On a différentes mesures qui ont été prises par le passé visant justement à atténuer un peu cet effet-là. Là, la mesure vise tout simplement à réduire par 2 le taux d'intérêt. Donc mécaniquement, ça vise à diviser par 2 le montant de la CFE et de la taxe foncière, en tout cas de la valeur locative pour ces établissements industriels-là. Donc véritablement, il y a un véritable effet qui va se faire ressentir au niveau de la trésorerie. Et là aussi, c'est dès 2021. Donc dès les mensualités et les acomptes 2021, on aura cet effet bénéfique. En parallèle, et tout simplement parce que s'il n'y avait pas eu cette troisième mesure, les 2 autres mesures auraient eu un impact peut-être neutralisé pour certains contribuables. On a un abaissement de 3 à 2 du plafonnement, de la CET, donc CFE et CVAE en fonction de la valeur ajoutée. Si on n'avait pas eu cet abaissement en fait, de 2 à 3 les effets de division par 2 de la CVAE et CFE seraient moins fait ressentir pour une partie des contribuables. Donc cette mesure doit être saluée, c'est une mesure de bon sens, tout simplement. On ne va pas s'arrêter là. Même si le législateur a prévu seulement 3 mesures, il me semble aussi intéressant d'aller un petit peu au-delà de la loi de finances pour 2021, rapidement, hein, je vous rassure, parce qu'on a peut-être d'autres effets de levier à actionner, en tout cas dès 2021 et voire peut-être même en 2020. Le premier effet de levier nous vient d'une jurisprudence du Conseil d'État qui est en fait un revirement et qui concerne les établissements industriels. Pour ces établissements industriels, les équipements qui sont spécifiquement dédiés à cette activité, logiquement, peuvent être exonérés de CFE si et seulement si, en tout cas jusqu'à présent, ils devaient être dissociables de l'établissement, du bâtiment. Ce critère de dissociation ou non n'est plus retenu par le Conseil d'État. Donc, il est véritablement intéressant et j'invite tous ceux qui ont des établissements industriels à lister les équipements et voir si finalement ceux qui étaient indissociables peuvent malgré tout être exonérés. On a peut-être un petit peu d'opportunité, en tout cas d'économie en termes de CFE à faire de ce point de vue-là. De la même manière, et pour le coup, on va dire pourquoi pas utiliser le Covid, on a pas mal d'entreprises qui ont fermé leurs locaux, tout simplement, pas d'activité, fermeture administrative ou alors les clients qui ne venaient pas. On en a d'autres qui ont réduit leur surface. Typiquement, quand vous êtes en télétravail, il y en a certains qui ont rendu des parties de bureau parce qu'il n'y avait plus d'intérêt. Donc là aussi, il faut vérifier si on n'a pas la possibilité d'obtenir des dégrèvements en matière de CFE, de taxes foncières, pourquoi pas de CVAE et voire de TASCOM, vous savez, la taxe sur les surfaces commerciales. Donc, il y a peut-être un petit peu d'avis d'imposition à ressortir et un petit peu de travail à faire dessus, tant en 2020 qu'en 2021, parce qu'on a certainement des opportunités à saisir. Autant en profiter. Le Covid a été déplorable pour tout le monde, autant profiter des quelques opportunités qu'il nous donne. Donc ça concerne réellement la première partie, baisse des impôts de production. Donc vous voyez, il y a des choses à faire. D'habitude, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Là, pour une fois, il y a matière. On a également une autre partie intéressante de la loi de finances qui, cette fois-ci, concerne les mesures en termes d'IS qui ont été mises en place. Alors, ce sont des mesures temporaires parce on espère évidemment que la crise va bientôt passer et qui visent véritablement à soutenir les entreprises et la trésorerie des entreprises. Alors, on a 3 mesures phares, des mesures concernant les abandons de loyers. On verra qu'on espérait beaucoup du législateur et finalement, ce n'est pas si impressionnant que ça, mais quand même, il faut profiter. Les mesures SOLA, il faut en profiter. On a une possibilité de réévaluation libre de ces actifs, enfin des immobilisations, on verra lesquelles. Et on a le rétablissement de l'étalement de la plus-value de cession dans le cadre d'un leaseback. Les 2 dernières, en fait, ont existé par le passé. On voit qu'on a besoin d'aider les entreprises, donc on les réactive, tout simplement. Alors, la première mesure concerne les abandons de loyer. Alors, d'ores et déjà, vous savez qu'il existe un régime qui permet pour les bailleurs entreprises soumises à l'IS de pouvoir déduire les loyers dont ils consentent l'abandon entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 également. Pour tous les preneurs avec lesquels ils n'ont pas de lien de dépendance. Il y avait le même régime pour les bailleurs revenus fonciers, donc eux n'étaient pas taxés sur les abandons de loyer qu'ils consentaient sur cette même période. Donc, la période est étendue jusqu'au 30 juin 2021. Ça, c'est la première mesure.
La deuxième mesure, c'est un crédit d'impôt. Alors, crédit d'impôt qui est octroyé aux bailleurs, personnes physiques ou personnes morales, qui consentent un abandon de loyer au profit de leurs preneurs. Alors, ce n'est pas tous les preneurs qui sont visés. Il faut qu'il y ait moins de 5 000 salariés. Il faut qu'ils ne soient pas en procédure de liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Et il faut également qu'il fasse malheureusement l'objet d'une fermeture administrative de l'établissement ou bien qu'il soit listé dans l'annexe 1. Je pense que ceux qui sont concernés la connaissent, l'annexe 1 du décret 2020-361. En gros, ça vise tous les professionnels qui pâtissent non pas d'une fermeture administrative, mais quand même du Covid. Je pense à tous ceux de l'événementiel, notamment à l'hôtellerie, au cinéma, ainsi de suite. Enfin voilà, toutes ces personnes-là, tous ces locataires-là sont éligibles, en tout cas leurs bailleurs sont éligibles à obtenir un crédit d'impôt. Alors, juste petite déception, on se demandait quel loyer était concerné, sur quelle période. Il avait été annoncé que la période serait quand même assez large. Finalement, on n'a que novembre 2020. Bon, il n'y a que l'abandon de loyer de novembre 2001 qui est concerné par le crédit d'impôt. On verra, hein, peut-être que ça sera étendu compte tenu de la situation actuelle. En tout cas, ces abandons de loyer peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2021. Pour les preneurs qui ont jusqu'à 250 salariés, le crédit d'impôt est égal à, je ne veux pas dire de bêtises, 50% du montant du loyer. Et pour ceux qui ont entre 250 salariés et 5000 salariés, c'est plafonné à 75% du montant du loyer. Voilà. Le crédit d'impôt est imputable à l'année ou l'exercice social au titre duquel on consent l'abandon, c'est logique. Et par contre, l'excédent, s'il y a de l'excédent, ce qui n'a pas été imputé est remboursable immédiatement. Voilà. Donc ça, c'est la première extension des mesures en faveur des abandons de loyer. On a également une mesure qui, en fait, concerne toutes les entreprises, qui rappelle un dispositif qu'on a pu connaître dans le passé, qui concerne la réévaluation libre des immobilisations. Vous savez que depuis 1984, lorsqu'une une entreprise réévalue librement, parce qu'elle le souhaite, les immobilisations qui figurent à son bilan, elle constate bien évidemment un écart de réévaluation qui est égal à la différence entre le montant réévalué et puis la valeur comptable de l'immobilisation en question, enfin des immobilisations en question, et que cet écart de réévaluation est taxé. Bon, ça en dissuade certains, bien évidemment, sauf lorsqu'ils ont les déficits permettant de procéder à ça et donc d'imputer l'écart de réévaluation. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Du coup, le législateur a ressorti entre guillemets un dispositif donc datant d'avant 1984 et qui permet de neutraliser, en tout cas de différer l'imposition de cet écart de réévaluation. Je m'explique. Toutes les entreprises sont concernées. Sont visées les immobilisations corporelles et financières. L'entreprise a la possibilité de procéder à une réévaluation de toutes ces immobilisations. On ne peut pas faire son marché. Donc, toutes les immobilisations corporelles et financières sont réévaluées. Et l'écart de réévaluation est ensuite, pour les immobilisations non amortissables, mises en sursis d'imposition. Donc, il n'y aura taxation de l'écart de réévaluation seulement lorsqu'il y aura cession de l'immobilisation. Voilà. Et pour les immobilisations amortissables, l'écart de réévaluation en fait est réintégré fiscalement dans la base imposable sur 15 ans pour les constructions et sur 5 ans pour les autres immobilisations. Voilà. Donc ça permet pour les immobilisations amortissables d'étaler progressivement la taxation. L'idée, c'est véritablement derrière cette mesure de favoriser les capitaux propres des sociétés et donc de les aider dans leur financement, dans l'octroi de financement. Donc, c'est une mesure qui est optionnelle, on va le voir. Elle peut être exercée pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022. Elle nécessitera pour les entreprises, bien évidemment, une petite déclaration supplémentaire pour que l'administration puisse suivre, et les entreprises aussi, les amortissements pratiqués, les provisions pratiquées, la réintégration des provisions, des plus-values. C'est une mesure qui va dans le bon sens, qui devrait aider pas mal d'entreprises, donc on peut la saluer. Attention quand même aux impacts collatéraux de ces réévaluations, notamment pour la participation des salariés. Vous savez qu'elle est assise également en fonction des capitaux propres, donc il pourrait y avoir un impact dessus. Donc il faudra nécessairement en envisager les conséquences avant de procéder à cette réévaluation.
Voilà, vous avez également la liste des autres impacts potentiels, mais je tenais surtout à souligner celle-ci parce qu'elle est importante. On a enfin une troisième mesure qui vise aussi, toujours dans le même sens, à faciliter la trésorerie des entreprises, c'est le leaseback, et en tout cas l'étalement de la plus-value de cession. Pour ceux qui ne connaissent pas le leaseback, l'idée c'est la suivante. Vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous avez besoin de trésorerie. Vous décidez de céder cet immeuble. Vous le cédez à une société de crédit-bail. L'intérêt, c'est que derrière cette société de crédit-bail va vous redonner la jouissance de ce local que vous pouvez continuer à utiliser pour votre activité professionnelle. Quand vous cédez l'immeuble, vous dégagez une plus-value. Cette plus-value est taxée, bien évidemment. Elle est taxée immédiatement. Avec la présente mesure, l'idée, c'est de pouvoir étaler l'étalement de cette taxation. Donc, concrètement, une société cède un immeuble, elle réalise une plus-value, elle réalise aussi surtout un prêt de cession qu'elle va encaisser. La taxation de la plus-value est étalée sur la durée du crédit-bail, maximum 15 ans. Donc ça va permettre à la société de dégager finalement un prix de cession avec une trésorerie qui ne sera pas amoindrie par l'imposition immédiate de la totalité de la plus-value. Sont concernés globalement tous les immeubles qui sont affectés, construits ou non construits, qui sont affectés à une activité professionnelle, donc commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Tout ce qui est établissement, tout ce qui est immeuble de placement, en revanche, n'est pas concerné. Donc véritablement, on vise à aider les sociétés dans leur activité professionnelle. Une seule exception, lorsque la société qui cède le bien à la société de crédit-bail, finalement, immédiatement derrière, le sous-loue à un preneur avec lequel elle a des liens de dépendance. Dans ce cas, c'est éligible. En fait, on vise quoi? On vise les groupes où vous avez une société foncière qui a tout l'immobilier et qui le loue aux sociétés du groupe pour leur activité professionnelle. Donc, dans ce cadre-là, on peut bénéficier de la mesure d'étalement. Mis à part ça, ça fonctionne comme toute taxation de plus-value, selon les mêmes modalités, si ce n'est que la plus-value est entre guillemets découpée et reprise au fur et à mesure. Tous les régimes de faveur s'appliquent, notamment le 151 septies B pour les sociétés qui sont non soumises à l'IS. Donc, c'est véritablement une mesure à prendre, une mesure de bon sens. Au niveau de l'option, puisqu'elle est optionnelle, donc ça s'applique aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023. Et il faut également qu'il y ait un accord de crédit-preneur sur le financement qui est formulé entre le 1er octobre ou le 28 septembre 2020, vous me pardonnerez pour les 2 jours d'écart, jusqu'au 31 décembre 2022, mais vous les avez dans les slides. Voilà. On a vu les mesures concernant, en tout cas, et favorisant la trésorerie, le financement des entreprises. On a également des mesures qui sont quand même assez importantes, notamment la dernière concernant la TVA. Donc, on ne peut pas s'en dispenser parce que véritablement, vous voyez, on parle de révolution. En tout cas, il y a un point d'interrogation, mais si on pose la question, c'est que ce n'est pas anodin. On a une première mesure qui vise à faciliter, en tout cas à étendre le champ de la facturation électronique, et également la transmission à l'administration fiscale d'informations, de données, qui ne figurent pas sur les factures, mais qui malgré tout intéressent les opérations et notamment la TVA. On a également une mesure qui concerne la TVA, le taux de TVA appliqué sur les offres composites. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que sont les offres composites. Et on a surtout une mesure qui vise à mettre en place les groupes TVA, ce qui existe déjà quand même dans 19 États membres, mais on est le 20e et ça pourrait être intéressant pour pas mal de groupes d'entreprises. Alors, première mesure, en bref, comme c'est indiqué, concernant la facture électronique. En fait, le législateur donne au gouvernement 9 mois pour prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures qui visent à faciliter la mise en place de la facturation électronique et ce qu'on appelle e-invoicing et l'échange de données non matérialisées, donc de données dématérialisées, avec l'administration e-reporting, ce que je vous disais, pour toutes les opérations, pour toutes les informations qui ne figurent pas sur les factures, donc notamment l'état de paiement, mais également les opérations réalisées avec des particuliers et à l'étranger.
Alors, l'idée, même si le gouvernement prendra par voie d'ordonnance les mesures qu'il convient et puis cadencera la mise en place de la facturation électronique généralisée et du e-reporting, l'idée, grosso modo, c'est que dès 2023, donc c'est pas demain, mais presque, dès 2023, toutes les entreprises auront l'obligation de recevoir les factures par voie dématérialisée de leurs fournisseurs. Donc ça, c'est dès 2023, c'est toutes les sociétés, toutes les entreprises. Concernant la production, l'envoi de factures par voie électronique et l'obligation de e-reporting, pour les grandes entreprises, ça sera dès 2023 également, dès le 1er janvier 2023. Pour les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, ça sera dès le 1er janvier 2024. Et pour toutes les autres, y compris les TPE, ça sera dès le 1er janvier 2025. Donc, on n'y est pas tout de suite pour les TPE, mais malgré tout, le 1er janvier 2025, ce n'est pas si loin que ça. On aura dans les mois qui viennent, le gouvernement a 9 mois, un peu plus de précisions sur les modalités pratiques et notamment les plateformes à utiliser et les normes en fait pour ces obligations dématérialisées qui sont des obligations nouvelles pour la plupart des entreprises. Toujours en matière de TVA, on a une modification du régime de TVA. Alors, ce n'est pas tout à fait une modification. On a une clarification du régime de TVA pour les offres composites. Offre composite, c'est quoi? Center Park. Typiquement, vous y allez, vous avez accès à la piscine, vous avez accès à Center Park, vous pouvez y dormir, vous pouvez aller faire des câlins des chefs si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a différentes prestations qui forment un tout. De la même manière, vous allez au restaurant, vous prenez une formule, vous pouvez manger votre repas, vous pouvez boire une boisson alcoolisée. C'est une formule, ça forme un tout. Les offres composites, en fait, ce sont des opérations qu'on ne peut pas décomposer facilement, ou sinon ça serait complètement artificiel. Pour ce genre d'offre, se pose la question du taux applicable. Quel taux de TVA appliquer, puisque finalement, ça serait complètement artificiel de les décomposer. Alors, de longue date, la Cour de justice Union européenne nous a donné sa grille de lecture. L'administration fiscale se base dessus, les juridictions se basent dessus aussi, sauf que dans le Code général des impôts, on n'avait pas cette notion d'offre composite de clairement définie. Donc, ça y est maintenant, ça y est. L'idée, c'est la suivante. Vous prenez l'offre composite et vous essayez d'identifier quelles sont les opérations principales, des opérations accessoires. Typiquement, dans mon histoire de Center Park, on peut se dire que l'opération principale quand même, c'est de pouvoir dormir à Center Park. Aller faire des câlins aux chèvres, c'est peut-être seulement accessoire. L'idée d'offre accessoire, d'opération accessoire, c'est quand l'opération n'est pas une fin en soi. Ça vise juste à permettre la réalisation de l'opération principale de manière plus optimum, de manière plus agréable, mais rien d'autre. Généralement, c'est facultatif et en plus, ça peut être proposé par un autre opérateur. Le principe, c'est le suivant. Le taux applicable, ça sera celui de l'opération principale. Et lorsque vous avez plusieurs opérations principales, vous prenez le taux évidemment le plus fort. On s'en serait douté. Une seule exception, lorsque l'opération principale a un taux réduit à 2,1%, à ce moment-là, comme c'est dérogatoire, on prendra le taux de l'autre opération principale le plus fort ou alors de l'opération accessoire avec un taux le plus fort. Voilà, c'est un peu l'idée. On verra ce que ça donne, notamment dans mon exemple de formule de repas. Finalement, qu'est-ce que l'opération principale? Est-ce que c'est le repas ou boire? Donc, je pense que c'est plutôt le repas, mais ça, chacun a son opinion. Et à ce moment-là, est-ce qu'on va généraliser l'application du taux de 10%, puisque jusqu'à présent, même si c'est une offre quand même composite, on décomposait bien ce qui correspondait au prix pour la boisson et ce qui correspondait au prix du repas. Et on appliquait 20% pour le prix correspondant à la boisson. Donc là, on verra bien comment l'administration réagit par rapport à cette mesure-là. Donc voilà, ça s'applique à partir du 1er janvier 2021 également. Et enfin, troisième gros morceau, entre guillemets, en matière de TVA, l'instauration, alors c'est à partir du 1er janvier 2023, d'un groupe TVA. Alors, le groupe TVA, ce n'est pas un groupe d'intégration fiscale, pour ceux qui connaissent en matière d'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas non plus le groupe qu'on connaît en matière de consolidation de TVA, qui est utilisé par quelques entreprises en France. C'est véritablement un autre système. Le groupe TVA, c'est un assujetti en tant que tel. Il est composé de membres, bien évidemment, qui ont entre eux des liens capitalistiques, des liens économiques, ils ont la même activité ou alors une activité connexe, similaire, ou alors l'une travaille pour les autres.
autres. Et ils ont également des liens organisationnels, c'est-à-dire qu'ils sont sous la même direction ou alors ils collaborent ensemble pour leur direction. Donc, c'est véritablement des membres des entreprises, des établissements stables aussi, situés en France, toujours situés en France, qui ont véritablement des liens forts entre eux. Donc, les membres qui souhaitent faire partie du groupe TVA optent pour la mise en place de ce groupe de TVA. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils ne sont plus assujettis. Ce ne sont plus des assujettis. L'assujetti vis-à-vis des tiers, c'est le groupe TVA, d'accord? C'est le groupe TVA qui aura un numéro intracommunautaire. Si une opération est réalisée vis-à-vis d'un tiers, si un membre réalise une opération vis-à-vis d'un tiers, cette opération est censée avoir été réalisée par le groupe TVA. Ça a une conséquence, et en tout cas, on espère, c'est le but du groupe TVA, c'est que l'idée, c'est que finalement, les membres de ce groupe TVA vont désigner un représentant. C'est ce représentant qui va faire la déclaration TVA. Il y aura donc une déclaration TVA, non plus pour chaque membre, mais pour le groupe TVA. De la même manière, c'est ce représentant unique qui paiera la TVA, qui fera les demandes de remboursement de crédit de TVA s'il y a lieu. D'accord? Donc, c'est véritablement lui qui prend la casquette d'assujetti. Autre impact aussi, et c'est celui qu'on va essayer d'atteindre pour la plupart des groupes qui voudront opter, l'idée également, c'est que chacun des membres n'est plus assujetti. Il disparaît. Il devient un secteur d'activité du groupe TVA. Ça a quel impact? Les opérations réalisées entre les sociétés membres, entre les membres de ce groupe TVA, sont neutralisées. Ça existait déjà dans le secteur bancaire avec un article bien particulier. Là, c'est généralisé à tous les secteurs d'activité. Je suis notamment des groupes de crèches. Typiquement, j'ai une holding qui rend des prestations de services à ses filiales, qui sont des crèches. Ma holding facture de la TVA à ces crèches, à ces entreprises qui ont une activité de crèche. Elles ne peuvent pas la déduire. J'ai donc une non-déduction de la TVA qui est facturée par une société mère qui fait partie du même groupe. Grâce à la mise en place du groupe TVA, je vais pouvoir avoir une neutralisation de l'impact finalement de la facturation de ces opérations par ma holding vis-à-vis de ses filiales. Donc on voit quand même immédiatement et on voit assez vite qu'il peut y avoir un intérêt, en tout cas pour ce genre d'entreprise, à la mise en place du groupe TVA. L'idée, c'est qu'on a jusqu'au 1er janvier 2023. L'option doit être faite avant le 31 octobre 2022. Vous allez me dire, on a du temps. Finalement, il faut, à mon avis, ne pas trop tarder à voir si on a un intérêt ou pas à la mise en place de ce groupe, notamment parce qu'il peut y avoir des impacts en matière de déduction. Forcément, c'est le groupe TVA qui est l'assujetti, c'est plus société par société. Donc, à mon avis, avant d'opter, il faut quand même faire une étude pour voir les impacts collatéraux s'il y a de la mise en place de ce groupe. Quelques mots encore, parce que je vois que le temps tourne. Passe plutôt juste l'option pour le groupe TVA est valable 3 ans. Pour le coup, c'est 3 ans fermes. Réellement, si vous entrez dans le groupe TVA durant cette période de 3 ans, vous y restez jusqu'à l'échéance des 3 ans. Après, c'est beaucoup plus souple. L'entrée et la sortie n'a pas d'impact TVA, c'est neutralisé. Voilà, pour ceux qui connaissent, on a l'application d'un régime de transmission d'universalité, donc pas d'impact. Que vous dire d'autre? C'est véritablement donc le représentant qui aura l'obligation de transmettre à l'administration donc les déclarations TVA. Il y aura certainement d'autres obligations déclaratives, mais on ne les a pas encore tout à fait en tête. Pourquoi pas? Je pense que c'est une piste intéressante à étudier pour tous ceux qui font de l'ingénierie comme ils peuvent pour essayer de minimiser parfois l'impact d'opérations intra-groupes. Ça peut être une solution intéressante, il faudra juste calibrer et en tout cas mesurer l'impact au préalable. Voilà pour les mesures fortes prévues par la loi de finances de 2021. Donc, vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses en matière d'impôts locaux, d'IS et en matière de TVA avec des options à prendre dès les mois qui viennent pour pouvoir bénéficier à plein de ces mesures si on y a intérêt. On a également, comme souvent, des mesures beaucoup plus techniques. Bon, en tout cas, qui ne figurent pas dans le plan de relance et qui ne sont pas directement liées au plan de relance. Il y a des mesures techniques à la fois pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Pour les entreprises, on en a retenu et sélectionné quelques-unes. On a certainement fait l'impasse sur d'autres. Désolée, mais il faut bien faire un choix. On a notamment des aides pour les entreprises en procédure de conciliation, des abaissements du taux de majoration de 25%
ceux qui n'ont pas adhéré à un centre de gestion agréé. Et on va voir les 2 ou 3 autres mesures qui suivent. Alors, pour les entreprises en procédure de conciliation, on a également effectivement l'extension de régime de faveur. Juste une société en procédure de conciliation, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est une société, une entreprise qui connaît des difficultés soit juridiques, soit financières, soit économiques et qui n'est pas en état de cessation de paiement depuis au moins 45 jours. Donc, pour ce type de société-là, donc ceux qui font malheureusement l'objet de ces procédures-là, on a 2 mesures phares, en tout cas l'extension de 2 mesures qui existent pour les entreprises en procédure collective. Tout d'abord, pour les créanciers qui consentent des abandons de créances à ces sociétés-là, à partir du 1er janvier 2021, ils ont la possibilité de déduire ces abandons de créances dès lors qu'ils ont un caractère commercial. Vous savez que normalement, les abandons de créances à caractère commercial, s'il n'y a pas de contrepartie, logiquement, il n'y a pas de contrepartie, ne sont pas déductibles. Donc là, ces créanciers-là vont pouvoir les déduire. Donc, abandon de créances, caractère commercial, consenti depuis le 1er janvier 2021. Parallèlement, ces sociétés, ces entreprises en procédure de conciliation vont également avoir la possibilité de demander le remboursement immédiat, donc sans avoir à attendre 5 ans, de leurs créances de Kéribac constatées à partir du 1er janvier 2021. Donc en gros, ça correspond aux créances de Kéribac pour lesquelles une option a été faite pour un exercice clos à partir d'octobre 2020. Il existait déjà en parallèle pour toutes les sociétés la possibilité du fait du Covid de demander le remboursement immédiat des créances de Kéribac. Donc là, ça vient se superposer, en tout cas prolonger cette possibilité pour ces entreprises-là d'obtenir le remboursement. Donc véritablement, c'est des mesures de soutien pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation. Autre mesure qui va dans le bon sens, pour toutes les contribuables qui sont taxés au titre de leurs bénéfices dans la catégorie des BIC, des BNC, des BA et qui ne font pas appel à un centre de gestion agréé ou à un expert comptable spécialement habilité. Vous savez que jusqu'à présent, ces bénéfices-là étaient majorés de 25%. Donc, vous étiez taxé sur votre bénéfice plus 25%. Bon. Petit à petit, cette majoration va disparaître. Dès 2020, elle passe à 20%. En 2021, elle sera à 15%. En 2022, à 10%. Et dès 2023, on n'en parlera plus. Voilà. Ça, c'est une bonne mesure aussi parce que c'était quand même assez pénalisant. Autre mesure, le taux réduit de l'IS. Jusqu'à 38 120 € de bénéfices, les entreprises ont la possibilité d'avoir un taux d'IS à 15%. Toutes les entreprises ne sont pas concernées. Il y a des conditions tenant compte de l'actionnariat, de la libération du capital et également du chiffre d'affaires. Il fallait avoir un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 €. Ce chiffre d'affaires, dès 2021, dès l'ouverture des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2021, ce chiffre d'affaires est majoré puisqu'il est maintenant fixé à 10 millions d'euros. Donc, ça va donner un petit peu de souffle à certaines PME parce que l'écart peut conduire quand même à un gain d'IS plutôt intéressant. Enfin, troisième mesure, alors là, finalement, ce n'est pas une mesure favorable, ça concerne le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation, puisque vous savez, pour toutes les dépenses qui sont sous-traitées à des organismes publics avec lesquels on n'a pas de lien de dépendance, on a la possibilité de compter fois double le montant des dépenses qu'on sous-traite. Donc, pour le crédit d'impôt recherche, les dépenses qu'on sous-traite à ces organismes-là sont comptées pour le double de leur montant. Donc, c'est plutôt intéressant. Et de la même manière, pour toutes les dépenses sous-traitées, vous savez qu'il y a un plafond qui est à 10 millions d'euros, au-dessus duquel, finalement, les dépenses de sous-traitance ne sont plus pris en compte pour le calcul du CR et du crédit d'impôt innovation. On avait une majoration de 2 millions lorsqu'on sous-traitait à des organismes publics. Donc, tout ça, vous l'oubliez, à partir des dépenses exposées en 2022, le doublement de la prise en compte des dépenses et la majoration avec le plafond à 2 millions supplémentaires sont supprimés. Bon, ça, c'est une mesure défavorable, effectivement. On a également, vous n'avez pas de slide là-dessus, mais j'ai juste pour dire deux mots parce que j'ai encore un petit peu de temps, concernant les entreprises, les PME plus précisément, qui réalisent des dépenses pour l'isolation thermique de leurs locaux professionnels, mais également l'acquisition d'une installation de chauffage ou de refroidissement ou de ventilation sur 2021. Elles ont la possibilité d'avoir un crédit d'impôt de 30% du montant de ces dépenses plafonnées à 25 000 €. Donc, c'est plutôt intéressant, donc à ne pas hésiter. Donc, ça concerne véritablement les PME qui font des dépenses en vue de la rénovation énergétique de leurs locaux.
de leurs locaux professionnels. J'en ai terminé pour les mesures techniques concernant les entreprises. Maintenant, les mesures concernant les personnes physiques. On en a retenu 3. Hein. De toute façon, très clairement, la loi de finances, elle n'est pas dédiée aux personnes physiques, elle est vraiment dédiée à la relance des entreprises. Mais on en a quand même trouvé 3 qui peuvent être intéressantes. La première, alors elle est un peu technique, donc je vais passer assez vite dessus. C'est le cas de figure suivant. Vous êtes associé d'une société qui est mise en liquidation judiciaire. Les titres sont annulés. Donc, en tant qu'associé, vous constatez une perte. Cette perte, vous avez la possibilité de l'imputer sur les plus-values constatées la même année ou les 10 années suivantes. Maintenant, vous êtes dans un autre cas de figure. Vous êtes associé d'une société qui a des capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social. 2 options, soit on procède tout de suite à la dissolution, liquidation de la société, soit on attend de voir quelle sera la situation à la clôture du 2e exercice suivant celui au titre duquel on constate que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. On a pris la 2e option. On arrive à l'expiration du 2e exercice. On s'aperçoit que les pertes sont supérieures aux capitaux propres. Dans ce cas, la société n'a pas le choix, c'est une mesure prévue dans le code de commerce, elle a l'obligation d'annuler toutes les actions. Le capital doit être mis à 0. Mécaniquement, l'associé, comme ses titres sont annulés, constate une perte. Jusqu'à présent, en fait, il ne pouvait rien en faire de cette perte. Ce qui était quand même dur, puisque finalement, lui subissait la situation. Ce n'est pas lui qui avait décidé de mettre à 0 le capital social. Dorénavant, à partir, cette fois-ci, c'est dès 2020, pour les pertes constatées en 2020, on aura la possibilité, cet associé, ce contribuable, aura la possibilité d'imputer la perte sur les plus-values constatées la même année ou sur les 10 années suivantes. Donc, il se retrouvera dans la même situation qu'un associé dont l'annulation des pertes est due à une liquidation judiciaire. Alors, ce n'est pas venu à l'idée du législateur comme ça. Hein. En fait, on s'est tout simplement fait taper sur les doigts par le Conseil d'État qui estimait que ce n'était pas normal dans des situations finalement qu'on subissait, de ne pas avoir le même traitement entre quelqu'un dont la société est en liquidation judiciaire et celui dont le capital est du fait d'une disposition du code de commerce réduit à 0. Voilà, donc ça vient tout simplement de là. Donc ça, c'est à partir des pertes constatées en 2020. Autre chose, on a concernant la réduction Pinel. Alors, vous savez, la réduction Pinel, elle vous donne droit à une réduction d'impôt pour les immeubles que vous faites construire ou que vous achetez neufs et que vous louez dans le secteur intermédiaire. Bon, finalement, cette réduction Pinel, elle n'a pas bonne presse, puisque concrètement, à partir de 2024, ou plutôt à partir de 2025, elle va être supprimée. Donc, pour l'instant, on la proroge jusqu'à 2024, mais 2025, ça sera terminé, simplement parce qu'on considère qu'elle ne fait pas son job, en tout cas qu'elle ne permet pas d'aller là où on souhaitait aller. Ça a un impact, c'est qu'à partir des investissements réalisés en 2023-2024, son taux va être réellement réduit. Vous l'avez indiqué sur le slide, sauf pour les investissements particulièrement vertueux en matière notamment environnementale ou ceux qui sont réalisés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Voilà. Donc, mort annoncée entre guillemets de la réduction Pinel à partir de 2025. On a également pas mal de prorogations temporaires de réduction d'impôts et notamment la réduction d'impôt Madelin. Alors, tous les ans, je vous en parle. Effectivement, la réduction Madelin, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, c'est une réduction d'impôt sur le revenu pour ceux qui souscrivent au capital initial, aux augmentations de capital, notamment de PME. Donc, ça intéresse tout le monde, évidemment, tous ceux qui investissent dans les PME. Logiquement, le taux est à 18%. Depuis quelques années, on nous dit que le taux est à 25%. D'accord ? Avec la petite astuce suivante, c'est que le taux peut être à 25% en 2021, seulement à partir du moment où un décret aura été publié. Et ce décret aura été publié seulement une fois qu'on aura reçu le feu vert de Bruxelles. Donc, autant vous dire que ce n'est pas encore d'actualité, donc restons prudents, puisque typiquement en 2019, le taux de 25% devait déjà s'appliquer, sauf qu'on n'a jamais eu l'accord de Bruxelles, et donc on est resté au taux de 18%. Donc, bon, logiquement, il sera applicable, mais il faut vraiment attendre la publication du décret pour en être sûr. Voilà, c'était les dernières mesures dont je pouvais vous faire part en matière concernant les particuliers et issus de la loi de finances pour 2021. Je passe la parole à Anne-Françoise pour la partie sociale de la loi de financement et de la loi de finances, parce qu'effectivement,
Tu es impacté par les 2 lois, toi. Oui, alors je me suis un peu étalée, j'enlève Zoro, voilà, j'enlève mon masque. Je reprends effectivement mes slides. J'ai l'habitude de m'étaler et je n'ai pas changé. Donc, on va commencer par les aspects sociaux de la loi de finances pour 2021. Alors, je prends la petite zapette en espérant que je ne vais pas. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, un petit tour des différentes mesures que j'ai pu sélectionner par rapport à ce dispositif pour l'année 2021. Vous voyez qu'il y a différentes choses qui peuvent intéresser, notamment l'actionnariat salarié, ce qui concerne les frais de transport pour les salariés de leur domicile sur leur lieu de travail, des régimes d'exonération sociale dans des zones bien particulières et bien identifiées. Un petit point sur l'activité partielle par rapport à une disposition dans ce texte. Également, concernant la formation professionnelle, on a de nouveaux ajustements en matière de financement et puis on n'oubliera pas le CSE sur une consultation spécifique qui est prévue dans ce texte. Alors, on a en premier lieu, on a des dispositions qui visent à favoriser l'actionnariat salarié. Et la première chose, c'est la contribution patronale de 20% sur les attributions gratuites d'actions. C'est un dispositif qui existe déjà dans nos codes, mais qui a été, par cette loi de finances, qui a été étendu et il a été étendu aux entreprises de taille intermédiaire, ETI, donc pour pouvoir bénéficier effectivement de cette contribution patronale de 20%. Alors l'ETI, on vous a mis effectivement les dispositions puisque ce dispositif existe déjà pour les PME, donc les petites et les moyennes entreprises. Ce texte prévoit la possibilité de l'étendre à d'autres structures et ces structures, ce sont les structures qui emploient entre 250 et moins de 5000 salariés, qui ont également un chiffre d'affaires qui n'excède pas 1,5 milliard d'euros ou dont le total du bilan n'atteint pas 2 millions d'euros. Et vous avez également une condition qu'il faut absolument avoir respectée, c'est qu'il ne faut pas effectivement qu'il y ait eu des distributions de dividendes depuis la création de la structure. Donc, première disposition, extension effectivement de ce dispositif plus favorable aux ETI et ce dispositif serait applicable à partir du moment où on aura les assemblées générales d'actionnaires qui auront décidé effectivement cette distribution, assemblée générale d'actionnaires à compter du 1er janvier 2021. On a également un deuxième dispositif qui est prévu et qui favorise effectivement toujours l'actionnariat salarié, parce que c'est un sujet, le développement de l'actionnariat salarié, c'est un sujet que l'on voit ces dernières années avec un certain nombre de mesures qui se mettent en place et qui connaissent des évolutions. Vous avez effectivement un forfait social qui est minoré, un forfait social de 10% sur en fait, les abondements au plan d'épargne entreprise en cas d'achat d'actions de l'entreprise. On a effectivement donc ce forfait social au taux de 10% pour les employeurs qui vont abonder sur un PEE en complétant en fait les versements qui sont effectués par le bénéficiaire de ce PEE. Eh bien, le dispositif nous dit que, alors attention, pour une durée limitée, vous voyez, le dispositif nous dit qu'on aurait cette fois une exonération totale du forfait social pour les années 2021 et 2022. Et puis, on a une deuxième disposition, le forfait social réduit à hauteur de 10% s'appliquerait également pour les versements, cette fois unilatéraux, de l'employeur sur un PE au profit de l'ensemble des salariés pour ce qui constitue en fait l'acquisition d'actions de l'entreprise ou de certificats d'investissement qui sont émis par l'entreprise ou par une entreprise du groupe. Donc,
je vais y arriver, voilà, Je te confirme. pérennisation, on y va doucement et ça passe, pérennisation de ce taux réduit de 10% du forfait social. Donc voilà, première mesure pour favoriser l'actionnariat salarié. Deuxième mesure, j'allais appuyer là, ça n'allait pas bien marcher, voilà, ça va beaucoup mieux. Deuxième mesure visée par ce texte, c'est la prise en charge des frais des salariés pour le transport de leur domicile à leur lieu de travail. Alors, c'est un dispositif qui existe déjà depuis la loi d'orientation des mobilités. Nous avons eu un magnifique décret le 9 mai 2020 au moment de la sortie du confinement. Alors, c'est un dispositif qui est facultatif, ce n'est pas une obligation pour les entreprises. Donc, décret du 9 mai 2020 qui est entré en vigueur le 11 mai 2020, qui prévoit effectivement donc ce forfait transport domicile lieu de travail, donc forfait mobilité durable, et qui prévoit en fait la prise en charge par l'employeur, facultative toujours, de tout ou partie des frais qui sont engagés par le salarié qui se déplace de leur résidence vers leur lieu de travail en utilisant des modes alternatifs en fait à la voiture individuelle. L'objectif, après le déconfinement, c'était véritablement de limiter la congestion routière et de sortir de l'utilisation du véhicule du salarié, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'utilisation du véhicule du salarié pour des trajets pour aller de leur domicile au lieu de travail qui peuvent être éventuellement de très courtes, d'un kilométrage très court, et on a donc cette volonté de favoriser le forfait mobilité durable. Alors, en utilisant quoi? En utilisant vélo électrique, en utilisant également le système du covoiturage, que la personne soit le conducteur ou le passager. Et puis également les transports publics de personnes, alors à l'exception bien évidemment des forfaits d'abonnement dont le remboursement à hauteur de 50%, vous le savez parfaitement, est obligatoire, et puis en utilisant également d'autres services de mobilité partagée comme les vélos électriques, la trottinette électrique. Et le changement dans le texte qui nous intéresse, c'est que ce forfait mobilité durable, alors pas tout de suite, il va falloir patienter encore un an, serait en fait étendu aux engins de déplacement personnel motorisés que le salarié pourrait utiliser, et ça sera applicable à compter du 1er janvier 2002. Donc, ça serait en fait, eh bien, si votre salarié a une trottinette électrique qui est personnelle. Deuxième disposition, deuxième élément dans ce thème, c'est le relèvement du plafond d'exonération sociale et fiscale, puisque pour inciter à ce dispositif, on a une prise en charge des frais de transport personnels qui est actuellement exonérée d'impôt sur le revenu et qui est exonérée également de cotisations sociales et de contributions sociales. Alors, il y a une limite, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. Vous voyez que la limite est de 400 € par an et par salarié. Et vous voyez également que l'on a dedans les 200 € de frais de carburant qui peuvent être exonérés. Eh bien, on a un relèvement de ce plafond d'exonération fiscale et sociale à hauteur de 500 €. Et l'origine, vous voyez, vient de la recommandation de la Convention citoyenne pour le climat. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2021. Donc, à compter de maintenant, donc augmentation de ce plafond d'exonération fiscale et sociale de 400 € à 500 € par an et par salarié. Alors, pour ceux que ça peut éventuellement concerner, sinon pour votre culture générale, on a un certain nombre d'exonérations sociales qui existent dans des zones bien spécifiques, et on a, de par la loi de finances, eh bien, des modifications qui sont apportées à divers régimes d'exonération sur des zones spécifiques. Vous avez notamment pour les zones franches urbaines et également les bassins d'emploi à redynamiser, donc les ZFU et les BER pour leur petit nom. Vous avez effectivement une prolongation jusqu'au 31 décembre 2022 des dispositions qui existent, donc prolongation du régime fiscal
favorable qui vaut également pour le régime social qui existe. Et le régime social, eh bien, vous le voyez, c'est les exonérations de cotisations de sécurité sociale, d'allocations familiales, sur le versement mobilité et également sur le FNAL. Vous avez une autre zone particulière, les zones de revitalisation rurale, les ZRR. Alors, sur les ZRR, vous aviez, c'est passionnant parce qu'il faut lire ces dispositifs avec également un certain nombre de lois de finances rectificatives que nous avons déjà eues, puisque sur ces zones particulières, pour l'embauche du premier jusqu'au 49e salarié inclus, vous aviez des exonérations qui portaient sur les cotisations d'assurance sociale et d'allocation familiale. Et vous aviez eu un certain nombre de lois de finances rectificatives, celle de 2015 pour les zones qui concernaient la montagne et celle de 2017 pour les zones autres que les zones de montagne, qui avaient prévu en fait des systèmes de périodes transitoires. Eh bien, on a en fait une prolongation avec ce texte, on a une prolongation des dispositions transitoires pour une durée de 2 ans. Ça veut dire que les dispositions sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2022. Autre disposition, alors sujet qui malheureusement intéresse et qui est encore et toujours pleinement d'actualité, puisque depuis le 17 mars 2020, eh bien, beaucoup d'entre vous ont eu recours à l'activité partielle et continuent à avoir recours à l'activité partielle avec des textes qui ont énormément bougé sur l'activité partielle et qui continuent de bouger sur l'activité partielle, notamment par rapport aux indemnisations qui peuvent être accordées aux employeurs, enfin les allocations accordées à l'employeur, les indemnités qui sont accordées aux salariés, avec des textes qui bougent encore, des dispositions qui s'appliquent jusqu'au 31 janvier 2021, qui vont ensuite être modifiées à compter du 1er février 2021, et des dispositions qui diffèrent suivant l'activité de l'employeur, et en particulier de savoir si l'employeur est dans une situation, dans des domaines d'activité qui sont plus particulièrement touchés par la crise sanitaire et économique que nous connaissons. Alors, petite nouveauté, petite précision qui est apportée, vous voyez, à compter du 1er janvier 2021, on a en fait une réduction du délai de prescription de l'indemnisation de l'activité partielle. Jusqu'à aujourd'hui, l'employeur disposait d'un délai de 12 mois pour formuler sa demande d'autorisation de recours à l'activité partielle et pour demander en fait à l'État le versement des allocations. Eh bien, nous avons un changement à compter du 1er janvier 2021. Il faudra que la demande d'autorisation de versement des allocations soit faite dans un délai de 6 mois au lieu des 12 mois que nous connaissions jusqu'à présent. Alors là, pour votre culture générale, sans rentrer dans la totalité des dispositions, vous savez qu'on a la volonté pour tout ce qui concerne la formation professionnelle et l'apprentissage, un chat dans la gorge, on a la volonté de simplifier le recouvrement qui va être confié normalement aux URSSAF. On a notamment une redéfinition du champ d'application de la taxe d'apprentissage, puisque la taxe sera en fait due pour les entreprises de moins de 11 salariés ou les entreprises qui atteignent le seuil de 11 salariés, alors sans empiéter sur le domaine de Johanna, pour en fait les entreprises qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés, ainsi que les personnes physiques et les sociétés qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes lorsque ces sociétés et ces personnes exercent une activité qui est commerciale, industrielle, artisanale ou assimilée. Vous avez également une deuxième précision, vous serez absolument enchanté de savoir que quand vous allez ouvrir ce magnifique ouvrage qui s'appelle le Code du travail et qui ne diminue jamais d'année en année, vous aurez dans votre Code du travail une inscription de l'assiette et du taux de la taxe d'apprentissage. Nous allons également avoir, concernant
la contribution supplémentaire pour l'apprentissage, vous allez avoir une modification et on va avoir l'application de 2 critères qui sont les critères que vous voyez inscrits, les 2 lignes que vous voyez inscrites sous la dernière bulle dans mon slide. Application des 2 critères, effectif annuel de certaines catégories de salariés supérieur ou égal à 3% de l'effectif salarié annuel de l'entreprise et également progression de l'effectif annuel de ces salariés d'au moins 10% par rapport à l'année précédente. Vous aurez également concernant, alors ce n'est pas sur le slide, concernant la contribution à la formation professionnelle, vous saviez qu'il y avait des histoires de seuil qui avaient été mis en place et vous allez avoir en fait un nouveau dispositif et une évolution des taux sur la taxe, la contribution à la formation professionnelle pour les entreprises qui vont avoir passé le seuil de 11 salariés à partir de 2018 et à partir de 2019. Et les taux vont effectivement changer à compter de l'année 2020 pour les entreprises qui auront atteint le seuil de 11 salariés en 2018 ou en 2019. Autre élément aussi à prendre en compte qui concerne effectivement, alors pas toutes les entreprises, puisque vous voyez que ça concerne les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, entreprises de plus de 50 salariés, vous aviez l'obligation d'avoir un comité d'entreprise. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, tout le monde doit avoir un CSE. Alors, sauf à avoir bien évidemment un PV de carence. Pour les entreprises qui ont un CSE, eh bien, il ne faudra pas oublier, à partir du moment où ces entreprises ont bénéficié de dispositions du plan d'aide à la relance, il ne faudra pas oublier d'aller consulter le CSE et de le consulter avant le 31 décembre 2022 pour les entreprises qui ont bénéficié de ces aides. Ça rentre dans les consultations obligatoires du CSE, puisque vous savez que pour les CSE de plus de 50 salariés, vous avez 3 grandes consultations annuelles obligatoires, dont la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, attention pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ont bénéficié du plan de relance, consultation obligatoire de votre CSE. Donc, voilà un tour d'horizon sur les dispositions prévues par la loi de finances pour 2021 et vous avez l'immense plaisir d'avoir la deuxième partie en droit du travail. Voilà, qui concerne la loi de financement pour la sécurité sociale, donc qui est une loi qui est, vous voyez, en date du 14 décembre 2020, qui bien évidemment, ça ne va pas vous surprendre, eh bien comme la loi de finances, la loi de financement pour la sécurité sociale est également marquée par la crise économique, sanitaire et sociale. On a des dispositions qui sont liées à la crise que nous traversons, mais pas seulement. On a d'autres mesures qui sont sans lien avec cette crise économique et sanitaire, notamment sur les congés qui peuvent exister dans notre droit français. Alors, premiers éléments, vous voyez un petit sommaire par rapport à ce que nous pouvons avoir sur la loi de financement de la sécurité sociale. On a des dispositions qui intéressent les accidents du travail et les maladies professionnelles. On a un certain nombre de dispositions, et vous voyez qu'on en a plusieurs sur les congés. On a également un article qui concerne le plafond de la sécurité sociale et puis on a également des mesures qui sont liées au Covid-19 et qui visent à aider, à soutenir les employeurs qui sont confrontés à la situation de crise sanitaire que nous rencontrons depuis le mois de mars 2020. Alors, la première des dispositions concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Vous avez, pour un certain nombre d'accidents et de maladies professionnelles, vous avez la possibilité d'avoir ce que l'on appelle un registre des accidents bénins. Ce registre des accidents bénins, il n'est pas ouvert dans toutes les situations. Il vise en fait uniquement les accidents du travail qui n'entraînent ni arrêt de travail ni soins médicaux. Donc c'est quand même limitatif.
Et il y a également, en dehors du fait que je n'ai pas d'arrêt de travail et que je n'ai pas de soins médicaux qui sont prescrits par le médecin traitant du salarié, vous avez également d'autres conditions à respecter. Et l'autre condition, vous la voyez, c'est qu'il faut qu'il y ait la présence personnelle d'un personnel de santé au sein de la société. À partir du moment où vous étiez dans cette situation-là, vous aviez la possibilité de remplacer la déclaration de l'accident du travail à la CPAM par ce fameux registre des accidents bénins, mais pour ce faire, vous aviez l'obligation d'avoir l'autorisation préalable de la CARSAT. Eh bien, ça, c'est supprimé. Vous allez maintenant pouvoir, vous, employeur, faire une déclaration de conformité pour pouvoir bénéficier de ce registre des accidents bénins. Alors, ne me demandez pas quelles sont exactement les conditions, puisque c'est les charmes du droit français et ça ne s'applique pas qu'au droit fiscal. Ça marche également en matière de droit social. On attend les conditions à fixer par décret. Alors, la loi devrait également être complétée puisqu'il faudra aussi tenir à disposition ce registre auprès des organismes qui sont chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et puis, autre personne à ne pas oublier, on retrouve notre CSE, puisque à partir du moment où vous allez devoir mettre en place, vous allez vouloir mettre en place un tel registre, normalement, vous avez l'information du CSE. Alors, c'est un pendant de ce qu'on en avait auparavant, puisqu'auparavant, on n'avait pas de CSE, mais on avait un CHSCT. Le CHSCT est mort depuis le 31 décembre 2019 et vous avez maintenant un CSE et vous avez l'obligation effectivement d'informer le CSE de la mise en place de ce registre, mais également vous devez permettre au CSE d'avoir accès à ce registre. Alors, autre élément également qui est mis en place, c'est l'évolution des arrêts de travail et des arrêts de travail pour accident du travail et pour maladie professionnelle, puisque là, l'objectif, c'est en fait de transférer les prescriptions qui existent en matière d'arrêt de travail initial pour accident du travail, maladie professionnelle, dans le formulaire des avis de travail général. Donc, l'arrêt de travail pour maladie simple ou pour accident simple, qui ne sont ni donc un accident du travail ni une maladie professionnelle. On transférerait ces déclarations donc dans les formulaires d'arrêt de travail classiques. Donc, on aurait en fait quelque chose qui serait commun aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux arrêts de travail non professionnels. L'objectif, eh bien, c'est d'avoir une meilleure gestion, notamment de la prise en charge financière pour ces accidents, de raccourcir les délais, puisqu'on s'est aperçu que la prise en charge et l'indemnisation étaient plus longue si vous étiez confronté, si le salarié était confronté à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Donc, on attend quand même, eh bien, on attend la refonte du certificat initial accident du travail, maladie professionnelle, ainsi que de l'avis classique d'arrêt de travail. Et ça, normalement, ça sera à compter du 1er novembre 2021. Alors, c'est vrai que d'avoir une refonte pour pouvoir pratiquer, ce n'est pas toujours très clair. Notamment, moi, je vois quand on a des arrêts qui ne sont pas des accidents du travail, mais qui sont des accidents de trajet, ce n'est pas toujours clair, ce n'est pas toujours simple. C'est vrai que ça serait bien d'avoir des formulaires parfois un petit peu plus lisibles. Donc, l'objectif de cette nouvelle mesure, eh bien, vous le voyez, c'est tout simplement d'encourager la dématérialisation des arrêts de travail, accidents du travail, maladies professionnelles et bien évidemment de favoriser le contrôle de ces dispositions. Alors, petite chose aussi, quand vous avez, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est quelque chose qui est quand même important, quand vous avez un accident du travail, que vous faites votre déclaration d'accident du travail, n'oubliez pas que vous avez, vous, employeur, la possibilité d'apporter des réserves sur la déclaration d'accident du travail. Si vous avez des doutes sur le caractère professionnel de l'accident du travail, c'est quelque chose d'absolument essentiel et qu'il faut véritablement que vous fassiez
si vous entendez contester le caractère professionnel. Le salarié me dit lundi matin qu'il a mal au dos, vous savez qu'il a fait un match de rugby le week-end dernier, enfin, à l'époque où on pouvait faire du sport collectif, ou qu'il a aidé à déménager un copain, voilà, où il n'y a pas de témoin. Donc, n'hésitez pas et faites des réserves quand il y a matière à faire des réserves. Alors, changement de thème. Sur effectivement la loi de financement pour la sécurité sociale, on a différentes dispositions qui intéressent des congés divers et variés que nous avons dans notre code du travail. Alors, vous avez en fait un allongement du congé d'adoption. Alors, première bulle que vous voyez sur le slide, vous avez ce qui s'applique aujourd'hui en matière de congé d'adoption. Donc, vous voyez que vous avez un congé d'adoption de 10 semaines lorsque vous avez l'arrivée des 2 premiers enfants au foyer du salarié. Ce congé, alors il y a une petite coquille, ce n'est pas porte à 3 semaines, c'est 3 semaines à partir du moment où on porte à 3 ou plus le nombre d'enfants qui arrivent au foyer. Et il est également de 22 semaines en cas d'adoption multiple. Ça, c'est ce que nous avions au jour d'aujourd'hui. Vous avez une modification qui intervient puisque le texte porte le congé d'adoption de 10 à 16 semaines. Alors, uniquement, vous voyez, uniquement dans le premier cas. Donc, ça ne vise uniquement les foyers où il n'y a pas d'enfants jusqu'à 2 enfants. Dans ce cas-là, effectivement, vous avez ce congé d'adoption qui passe de 10 à 16 semaines, ainsi que, vous voyez à côté le lien, ainsi que le versement de l'indemnité journalière de repos. Vous avez également une modification qui concerne donc ce fameux congé d'adoption à partir du moment où les parents partagent le congé d'adoption. Même chose, vous avez également un allongement de ce congé puisque ce congé aura 14 jours supplémentaires qui seront accordés. Donc, vous avez en fait un congé de 11 jours qui est augmenté de 14 jours. Donc, même sans avoir fait Bac+5 en maths, vous avez votre congé qui passe à 25 jours. Et pour votre information, à partir du moment où vous avez une adoption multiple, le congé sera porté à 32 jours. Ceci rentre en vigueur, vous voyez, à partir du 1er juillet 2021. Alors, petit couac, petite chose, c'est qu'on ne sait pas si on calcule ce congé en jours calendaires ou en jours ouvrables, puisque vous savez que c'est les charmes du droit français en droit social. Nous avons les jours calendaires, les jours ouvrables, les jours ouvrés, et qu'on n'a pas toujours les précisions apportées par le législateur sur les modalités de calcul. Deuxième élément, le congé de naissance. Alors là, on n'a pas d'augmentation, du nombre de jours qui sont accordés en la matière. Vous avez toujours un congé de naissance, une durée qui reste inchangée, qui est de 3 jours et qui est rémunéré par l'employeur. Attention, précision, le congé de naissance est à prendre immédiatement à compter de la naissance de l'enfant. Par contre, ce qui change, vous le voyez, c'est en fait le bénéficiaire du congé de naissance. La liste est en fait modifiée puisque quand vous ouvriez le Code du travail, on vous disait que on avait la notion en fait de naissance survenue au foyer du salarié. Et la difficulté, c'était notamment pour les pères qui étaient séparés de la mère. Et là, le texte est modifié pour l'aligner sur les bénéficiaires du congé de paternité. Et vous voyez que l'on a en fait le père ou le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne qui est liée par elle par un pax. Donc, on n'a plus cette notion de naissance survenue au foyer. Et donc, ça élargit effectivement la liste des bénéficiaires. Autre nouveauté également, c'est le congé de paternité qui a des modifications puisque aujourd'hui, le congé de paternité est d'une durée de 11 jours et il va être porté à 25 jours, donc en cas de naissance. Et vous voyez qu'en cas de naissance multiple, ce congé qui est aujourd'hui de 18 jours en cas de naissance multiple, eh bien, il sera porté à 32 jours en cas de naissance multiple. Et on a également une petite particularité, puisque on a en fait un congé qui va être scindé en 2 périodes. Vous avez une première période qui est de 4 jours obligatoires, donc le salarié doit
prendre ce congé, et l'employeur surtout doit accorder ce congé au papa. Et vous avez une deuxième période de congé qui est de 21 jours. Et là, cette période, vous voyez, elle est fractionnable. Donc, le salarié pourra la prendre en une seule fois en totalité, ou il aura également la possibilité de fractionner ce congé. Alors, congé de 21 jours fractionnable, toujours petite précision, si vous avez effectivement une naissance multiple, le congé est augmenté à 28 jours. Pour les 4 jours obligatoires, attention, c'est 4 jours consécutifs calendaires à l'issue du congé de paternité. Indemnités de sécurité sociale également qui sont prévues, et date d'entrée en vigueur, eh bien, ça sera comme pour l'autre dispositif pour les enfants qui sont nés à compter du 1er juillet 2021. Ce qui fait qu'au total, quand on prend effectivement le congé, le salarié a jusqu'à 18 jours de congé, dont 7 jours obligatoires pour l'employeur. Congés pour événements familiaux, donc ça effectivement c'est les congés, vous savez, en cas de naissance, de mariage, de décès, ce que l'on peut avoir dans le Code du travail et puis également dans nos conventions collectives. Là on a une précision qui est apportée, qui est utile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en droit social, on ne sait pas toujours si c'est du calendaire, de l'ouvré ou de l'ouvrable, et bien là effectivement le texte nous indique que le décompte va s'effectuer en jours ouvrables. Alors, jour ouvrable, effectivement, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés. Autre élément, effectivement, qui sont portés par ce texte, alors qui concerne le congé de mobilité et le congé de reclassement. Donc, le congé vous voyez effectivement l'allongement, en fait, ce qui est modifié, c'est l'allongement de la durée de ces deux congés, congé de mobilité et congé de reclassement, qui sont aujourd'hui de 12 mois et qui sont portés à 24 mois en cas de formation ou de reconversion professionnelle, parce qu'on estime que la durée de 12 mois pour une reconversion professionnelle n'est pas forcément suffisante et satisfaisante, donc on augmente la durée de ces congés. Alors, le congé de reclassement, petite précision, mais je pense que vous le savez, ce n'est pas effectivement pour toutes les entreprises, et je souhaite que ça ne vous arrive pas, puisque c'est lorsque l'on est dans des situations de licenciement économique collectif pour les entreprises d'au moins 1000 salariés et pour les salariés qui vont de ce fait bénéficier de dispositifs particuliers en matière de formation, d'aide à la recherche d'emploi et d'accompagnement en matière de recherche d'emploi. Donc, retenez allongement de la durée de ce congé, et également on a un alignement du régime social sur l'activité partielle que l'on va voir juste après, ce qui veut dire qu'on a en fait une exonération de cotisation. Alors, petite précision, effectivement, le plafond de la sécurité sociale avec lequel on travaille tous quand on fait du droit social pour un certain nombre de dispositifs. La loi, vous savez que en fait, depuis 1984, le plafond de sécurité sociale est revalorisé chaque année, et il est revalorisé en fonction du salaire moyen par tête. Sauf que cette année, eh bien, on a effectivement une petite difficulté avec la crise sanitaire. On a eu un recours massif au chômage partiel, et de ce fait, le salaire moyen par tête a diminué puisqu'on exclut l'indemnité partielle de ce calcul. Donc, on a effectivement une baisse. Donc, ce qui se passe, c'est que la loi de financement de la sécurité sociale a inscrit une disposition dans le texte et a proscrit en fait toute diminution du plafond de sécurité sociale d'une année sur l'autre. Donc, ce qui veut dire que pour l'année 2021, eh bien, ça ne vous changera pas par rapport à l'année dernière, puisque vous allez continuer à appliquer les plafonds qui ont été prévus sur l'année 2020. Donc 41 136 € plafond de sécurité sociale annuel et 3 428 € plafond de sécurité sociale mensuel. Et puis, alors pour également au niveau de l'accompagnement des PME et des TPE par rapport à la crise du Covid-19, on a, alors
on a parfois certains films saison 1, saison 2, et bien là, on continue, Covid numéro 2. Vous allez avoir effectivement une exonération de cotisation patronale Covid numéro 2 qui va pouvoir s'appliquer. Alors, pas pour tout le monde, bien évidemment. Ça concerne 2 catégories d'employeurs, et les 2 catégories d'employeurs que vous voyez dans les bulles, vous avez en fait les entreprises de moins de 250 salariés qui sont concernées, et vous voyez effectivement que ce sont les secteurs qui sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. Donc, vous avez la liste des secteurs visés, donc tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture. Vous avez ensuite dans les entreprises de moins de 250 salariés les secteurs qui dépendent directement du premier secteur. Et vous voyez que la condition qui est visée en marge, c'est qu'il faut être particulièrement affecté par la propagation de l'épidémie de Covid-19. Et notamment, il faut avoir eu des mesures d'interdiction d'accueil du public, et il faut aussi avoir une baisse importante du chiffre d'affaires de 50%, qui est la même par rapport à celle de l'année précédente. Vous avez également les plus petites structures qui sont concernées, donc les structures de moins de 50 salariés, alors qui soit répondent déjà à la première bulle, ou soit conditions cumulatives, qui exercent leur activité principale dans les secteurs autres que celui qui est visé dans la bulle du dessus, pardon, et qui, au cours du mois suivant, alors je sais, ce n'est pas très sexy, qui, au cours du mois suivant celui auquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet d'interdiction au public. Alors, pour ces employeurs, en fait, pour ces entreprises qui sont touchées, vous allez avoir effectivement une exonération des cotisations patronales. Vous avez la liste des cotisations patronales qui sont visées, donc c'est les allocations familiales, le FNAL, les accidents du travail dans des limites qui sont prévues, l'assurance chômage. La durée qui est prévue, c'est un maximum notamment de 3 mois, et au plus tard pour les périodes qui courent jusqu'au 30 novembre 2020. Bien évidemment, vous en doutez, vous avez éventuellement prolongé par décret, et si effectivement on estime qu'il fallait maintenir ces dispositions, et notamment on pourrait avoir une poursuite de cette activité jusqu'à la fin de la période de… ça y est, j'ai oublié mes mots, je perds la mémoire. Crise sanitaire. Pas la crise, l'état d'urgence, voilà, qui bien évidemment a lui aussi évolué dans le temps, et qui normalement est jusqu'au 1er juin 2021. Vous avez également un deuxième dispositif, et le deuxième dispositif concerne une aide au paiement des cotisations. Alors, pour qui? Eh bien, pour les entreprises des 2 slides précédents, et l'aide qui sera apportée sera égale à 20% du montant des salaires qui ouvrent droit à l'exonération visée ci-avant. Et cette aide, eh bien, elle sera imputable sur les cotisations qui sont dues à l'URSSAF, éventuellement à Pôle emploi, mais ça c'est pour les intermittents du spectacle, ou à la MSA pour 2020 et 2021. Alors, si, petite précision qui a son importance, mais bien évidemment, ça n'est pas le cas vous concernant. Pour pouvoir bénéficier de ces mesures d'aide, il faut être un employeur vertueux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir été condamné pour travail dissimulé dans les 5 années précédentes, mais ce n'est le cas de personne. Plan d'appurement également. Vous allez avoir effectivement la possibilité de demander des plans d'appurement. Alors, c'est un dispositif qui existe déjà, hein, puisqu'il avait déjà été mis en place par la loi du 30 juillet 2020 pour les cotisations et les contributions qui étaient dues jusqu'au 30 juin 2020. Eh bien, malheureusement, on continue, puisqu'on aura effectivement une extension de cette possibilité pour les cotisations et les contributions sociales qui sont dues jusqu'au 31 décembre 2020. Et ça sera soit sur proposition du directeur de l'organisme de recouvrement, donc de l'URSSAF, qui a la possibilité de faire cette proposition jusqu'au 31 mars 2021, ou alors à l'initiative de l'employeur jusqu'au 30 mars 2020. Alors, il y a peut-être un petit souci au niveau des dates, puisque pour l'URSSAF, ça pourrait être au plus tard le 31 mars 2020, et les employeurs devraient, eux, avoir fait leur demande et tout initier avant le 30 mars 2021.
Dernière, si je ne me trompe pas, dernière slide et j'en aurai terminé. Effectivement, régime social de l'activité partielle, on a pour objectif d'avoir une simplification du régime social de l'activité partielle et on a en fait une pérennisation du dispositif social provisoire des indemnités d'activité partielle qui avait été mis en place par les premières ordonnances que nous avons eues le 27 mars 2020. Donc, l'indemnité d'activité partielle est bien un revenu de remplacement qui est exclu de l'assiette des contributions et des cotisations sociales. Donc ça, vous le trouvez notamment dans l'article 8 de la loi, ce qui fait que dans ce cas, vous avez un assujettissement spécifique à la CSG-CRDS au taux unique de 6,7%. Et après, après application de l'abattement pour frais professionnels, et je pense que j'ai dû faire une coquille, je crois que c'est 1,75%. Donc, c'est bien ce taux-là, effectivement, qui s'applique en matière du régime social de l'indemnité d'activité partielle. Voilà. Deuxième partie, droit social, en espérant que c'était clair pour vous et pas trop fastidieux par rapport au sujet retenu. Et puis en espérant, comme Johanna l'a dit en début, pouvoir vous retrouver physiquement l'année prochaine. Donc, merci pour votre attention. Vous voyez que la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale est vraiment, c'est normal, hein, tourne autour, en tout cas, pour fil conducteur, la crise sanitaire qu'on connaît et puis surtout la volonté de relance de l'économie du pays et de soutien des entreprises qui sont vraiment le moteur économique du pays. Bon, on verra ce que ça donne. Et à l'année prochaine, on espère en présentiel et toujours en partenariat avec le MEDEF. Hein. À très bientôt. À bientôt et bonne année à vous. Hein.